Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa Ndiaye, bonsoir. Fatima Taba, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Colère des populations de Anne Montagne 6. Elles ne veulent pas du canal d'évacuation d'eau construit par l'ONAS dans leur quartier. Appuyés par leur maire, ils ont investi la rue ce matin pour exiger la destruction du canal. La marche du Front patriotique pour la défense de la République prévue ce mercredi 19 août, interdite par le préfet de Dakar. Les motifs évoqués: troubles à l'ordre public, risque d'infiltration entre autres. Nécrologie, le vieux 5 failli n'est plus. Le tambour-major est décédé des suites d'une longue maladie. Le monde culturel se souvient d'un homme de valeur, de droiture et de confiance. Et puis en sport, Afro-Basket 2015, plus que quelques heures avant le démarrage de la compétition, la FIBA Afrique rassurée par le dispositif sécuritaire. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Nous démarrons cette édition avec cette situation confuse en Guinée-Bissau. La tension politique à la suite de la dissolution du gouvernement a installé le pays dans la confusion. Le contingent sénégalais parti assurer une relève accusé de parti pris. Plus de précisions avec le colonel Aboutiam en ligne. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir madame. Pouvez-vous nous apporter plus de précisions par rapport à cette situation qui prévaut actuellement en Guinée-Bissau? Oui, mais ce qui est un peu plus intéressant de notre côté de souligner, c'est que certaines rumeurs parleraient d'un certain engagement des troupes sénégalaises en Guinée-Bissau. Mais je voulais juste préciser, en fait, et rassurer tout un chacun que le mouvement de troupes qui a été observé de Dakar à Ziguinchor, à Bissau en passant par Ziguinchor, entamé depuis hier, entre dans le cadre de la relève de notre troisième contingent qui est engagé depuis un an. Juste pour rappeler que dans le cadre de nos engagements internationaux, les contingents sénégalais, aussi bien au Darfour, en Côte d'Ivoire, au Mali qu'en Guinée-Bissau, ils sont pour une durée de 12 mois. Celui-ci donc a entamé et fini en fait son séjour. Donc voilà ce qui donc a expliqué la décision du Sénégal à faire relever son contingent sur place. Donc c'est une planification que nous appliquons tout juste. Malheureusement, elle correspond hélas à la situation que vous avez décrite tantôt. Mais nous, notre engagement là-bas s'inscrit encore une fois dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de cette mission qui, depuis 3 ans, contribue à la stabilisation, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire en Guinée-Bissau. Colonel Aboutiam, merci beaucoup. Nous parlons de tout à fait autre chose, la marche du Front patriotique pour la défense de la République, marche qui n'a pas été autorisée par le préfet de Dakar. Le coordonnateur Fatimata national du PDS, Oumar Sarr, déchire l'arrêté portant l'interdiction de la marche du Parti démocratique sénégalais pour la libération de Karim Wade, un geste qui montre encore une fois la détermination du parti de l'opposition à faire face à la décision du préfet de Dakar, Ibrahima Diouf. Un élément. Nous ne l'acceptons pas et pour montrer bien que nous ne l'acceptons pas, je vais le déchirer. Un geste plein d'enseignement, une manière de montrer à l'opinion que le PDS est décidé à braver l'interdiction de la marche pour la libération de Karim Wade. Le motif suivant. Remise en cause du principe de l'indépendance de la justice sur un dossier pendant devant une juridiction. Le deuxième motif, risque d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens sur un axe routier stratégique. Le troisième motif, risque avéré d'infiltration de la manifestation par des individus mal intentionnés. Quatrième motif, menace de troubles à l'ordre public. Le coordonnateur national du PDS parle d'une mesure inopportune. Face aux militants, la consigne est donnée, tous pour faire libérer Karim Wade. Je pense que l'État du Sénégal n'a que 2 choses, peut-être nous tuer ou bien nous emprisonner. Et concernant la prison, je pense que ça doit être une motivation pour nous, d'autant plus que Karim Wade est depuis lors en prison. Donc cela ne va pas nous décourager. La journée du mercredi 19 août risque d'être très mouvementée. Après les forces de l'ordre, la pluie aussi peut être un autre facteur de blocage.
Ras-le-bol des populations de Anne-Montagne 6, elles ont investi la rue ce matin pour exiger la destruction du canal installé dans leur quartier par l'ONAS. Un canal qui dégagerait une odeur nauséabonde, nuisible à la santé. C'est ce qu'ont clamé les habitants du quartier qui bénéficient du soutien de leur maire Babacar Mbeng. Reportage à Anne-Montagne 6, signé Aminata Mbaresso. Ce canal à l'origine de la colère des populations de Anne-Montagne 6. Ils accusent l'Office national de l'assainissement du Sénégal d'avoir installé ce déversoir d'eau usée. Du côté environnemental, même les pêcheurs n'arrivent pas à trouver du poisson. Les pêcheurs sont là. Mais aussi, le plus dangereux, c'est que l'école est là, l'école élémentaire. Les enfants sont là. Ils sont en vacances. Ils baignent dans la mer. Alors que la mer est polluée. Ce sont des eaux usées qui viennent de Maris, qui peuvent amener des maladies ici. Nous n'allons pas accepter cela. C'est une injustice. Les populations très furieuses se disent même prêtes à détruire le canal si les agents de l'ONAS ne réagissent pas. Nous sommes déterminés à enlever le canal, nous jeunes. Si le DG de l'ONAS ne réagisse pas d'ici la semaine prochaine, même s'il ouvre le canal, d'ici la semaine prochaine, nous allons durcir le ton. Nous réclamons que le canal soit fermé le plus rapidement possible et à jamais. Le maire, venu aux nouvelles, abonde dans le même sens. Pour Babacar Mbeng, la seule chose qui peut apaiser le courroux de ces populations, c'est l'élimination du déversoir. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, et je me suis toujours posé cette question, comment l'ONAS aujourd'hui, maître d'ouvrage d'un projet de 33 milliards, où nous parlons de dépollution de la baie de Anne. Aujourd'hui, on voit que c'est l'ONAS qui organise, qui déverse un canal où, dans ce déversoir, vous voyez sortir des eaux usées. Quand je dis des eaux usées, c'est des eaux chargées. En tout cas, c'est une eau polluante. Aujourd'hui, que nous ne pouvons pas accepter. Une rencontre est prévue demain. Elle doit réunir les autorités de la commune de Hann-Bel-Air, l'État et les responsables de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Mais déjà, les habitants de Anne-Montagne 6 posent un préalable, la destruction du canal. Et puis après les fortes pluies tombées sur Dakar et sa banlieue, les vendeurs du marché Castor s'en sortent difficilement. La clientèle se fait rare, Léa. Du coup, les commerçants sont obligés de bazarder leurs produits. Suivant ce reportage de Fatou Kinedem Mohamed Djan. Marché Castor submergé par les eaux après les fortes pluies. Un vrai parcours du combattant pour vendeurs et ménagères de rallier Castor. C'est sous une forte pluie que je suis allé chercher du poisson à Yarar. J'ai vécu la même situation en venant ici au marché Castor. On se débrouille pour nourrir nos familles. Je suis là depuis 5 heures du matin. C'est pas facile. C'est pas facile de vendre en cette période et dans ces conditions. Il y a beaucoup d'eau à Yarar. J'avais toutes les peines du monde en venant ici. Le sable est tellement glissant que les grandes personnes tombent par terre en passant. Il n'y a pas de légumes. Tout est cher. Une situation désagréable en plus d'une clientèle rare. Les clients viennent rarement. Au finish, beaucoup bazardent leurs produits alors qu'ils les ont achetés cher. Le poisson est cher. Le panier de la sardinelle coûte 25 000 francs CFA. Cette caisse, je l'ai achetée à 60 000. On est obligé de bazarder les poissons. Ce que je vendais à 1000 francs, j'ai cassé le prix en deux. Si on ne bazarde pas le poisson, on est obligé d'acheter de la glace pour le conserver, ce qui constitue d'autres frais. La conservation des légumes n'étant pas des meilleurs, ils pourrissent très vite. Beaucoup de légumes finissent par pourrir avec cette humidité. Les commerçants qui occupent les ruelles sont déguerpis des lieux à partir de 11 h. Un autre souci. Fatou Kinedem, l'hivernage, une période pas du tout facile pour les journaliers qui squattent les entreprises dans l'espoir de trouver du travail. Maïmouna Ndiaye et Demba Ndaw sont allés à la rencontre de ces Sénégalais. Reportage. Ils sont sous la tente, la plupart des femmes à la recherche d'un travail temporaire. Un exercice pas de tout repos en cette période hivernale.
Je viens ici tous les jours, parfois on me recrute, au cas contraire je rentre chez moi et je vends des sachets d'eau. Ceux qui réussissent à être engagés à l'image de cette dame sont rémunérés à 2500 francs la journée, une somme qui couvre juste la dépense quotidienne. La journée nous revient à 2500 francs, mais ce n'est pas tous les jours que je suis engagée. Tout dépend des besoins de l'usine. Être journalière n'est pas chose aisée, il faut le dire, surtout nous qui sommes des responsables de famille. Le travail débute de 8h30 à 17h30 avec une pause d'1 heure à partir de 13h30. Ce n'est pas facile, sincèrement. Et encore, rien n'est garanti avec ce boulot. Les hommes aussi sont de la partie. Cet élève cherche du boulot pour préparer sa rentrée scolaire. Pendant les vacances, je viens ici pour travailler comme un journalier pour gagner un peu de sous, pour subvenir mes besoins, quoi. Par exemple, les fournitures. C'était pour d'autres choses aussi. Keur Massar, Yeumbeul, Guédiawaye, entre autres, ces Sénégalais sont venus de part et d'autre. Objectif commun, nourrir leur famille, une quête perpétuelle. Et puis cette triste nouvelle à présent, la mort de Vieux Seng Faye, décédé ce matin suite d'une longue maladie. Tambour-major et père de Mbaye Dièye Faye, on se souvient de lui comme un homme humble et sociable. La levée du corps a eu lieu cet après-midi à la mosquée de Santhiaba à la Médina. Reportage Cheikh Tidiane John Malika. La grande mosquée de Santhiaba de la Médina était le point de convergence des proches, amis et anciens collaborateurs de Vieux Seng Faye. Le tambour-major était un homme social et sociable. Nous présentons nos condoléances à la famille éplorée. Vieux Seng Faye était un homme humble et ouvert. Un bon père de famille. Vieux Seng Faye était un bon père de famille et puis il a éduqué ses enfants dans la dignité. Il disait souvent que Serigne Babacar Sy était son père. Artistes, acteurs culturels, politiques, dignitaires de la communauté lébou ont effectué le déplacement pour rendre un dernier hommage à Vieux Seng Faye. C'est l'image même du Sénégalais. Forte personnalité, généreux, à l'écoute des gens. Hein. Ça, c'est le vieux. C'était un homme généreux, pieux, respectueux et respectable. Nous avons également cheminé pendant très longtemps en politique, des années 60, à partir des années 1975. Et ici, dans la collectivité Lébou, il lui a joué un rôle majeur, parce qu'il fait partie de la lignée de Badiol Ndakaro. Le père de Mbaye Dièye Faye a été inhumé ce mardi au cimetière musulman de Yoff. Que la terre lui soit légère. Cher Tidiane John, les artistes également se souviennent d'un homme de valeur et de confiance. Je vous propose de les écouter. Mais je suis profondément touché par la disparition de mon très cher frère et ami et père qui est Vieux Seng Faye. Je le connais depuis plus de 45 ans et j'avais peut-être 16 ou 17 ans. J'ai tout appris à côté de lui, à Fass. Il nous a élevés, il nous a appris énormément de choses au niveau polyrythmique. C'est pour ça aujourd'hui que sa famille, Seng Seng, est devenue ce qu'elle est devenue. Le Vieux Seng Seng, c'était notre papa, c'était notre père. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'art en général. Et il vient de nous quitter. C'est une grande perte pour le monde des arts. C'était un grand homme. Quelqu'un qui aimait vraiment sa famille. Quelqu'un qui aimait ses enfants. Quelqu'un qui a formé ses enfants dans le professionnalisme. Moi, le Vieux, on s'est connu en 1994 grâce à un de ses fils, Aziz Faye, qui m'avait donné comme neveu et que j'ai formé moi-même, qui a travaillé avec moi pas mal de succès.
Le procès du taximan qui avait emprunté la passerelle de l'autoroute à péage a été renvoyé au 21 août prochain. Ousseynou Diop avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt ce vendredi. Et puis parlons éducation à présent avec l'université d'été de l'Alliance des forces du progrès. Cette année, les travaux portent sur le thème « Les jeunes à l'école du management du projet ». Plus d'explications avec le directeur de l'école du parti, Mahmoud Diakhaté. Il est au micro de Mame Biram Diouf. Se trouve à la croisée des chemins, a ouvert beaucoup de chantiers à travers le PSE et nous pensons qu'il est des moments où on doit privilégier l'idéologie, la formation idéologique et d'autres moments où on doit privilégier la formation technique pour être pratique et accompagner en termes de qualité et de plus-value tout ce qui se fait de bien dans ce pays. C'est les militants de l'AFP, les responsables de la région de Dakar et d'autres responsables qui résident à Dakar mais qui sont dans les régions, mais aussi nous l'avons ouvert pour être vraiment très inclusif aux autres personnes intéressées, notamment nos sympathisants. Et même si quelqu'un de notre parti politique trouve qu'il y trouve son compte et qu'il est pour lui important d'assister à cette manifestation, nos portes sont ouvertes. Les groupes Futurs Médias et D-Médias contribuent à la lutte contre le paludisme. Un important lot de moustiquaires imprégnés a été octroyé au ministère de la Santé. Les représentants des deux groupes ont fait part de leur engagement dans le fonctionnement du système sanitaire sénégalais. Écoutons le directeur général de D-Médias, Massamba Mbaye, au micro de Fatou Kinedem. Nous sommes en période hivernale, nous avons l'habitude de relater les faits de la cité et c'est une période où le paludisme est en phase d'extension et donc on a trouvé que c'était utile symboliquement de renforcer un peu le dispositif qui est mis en place par le ministère de la Santé du Sénégal et de faire de manière symbolique cette contribution afin de lutter contre le paludisme parce que c'est une maladie qui est encore assez présente malgré tous les efforts qui sont menés et qui sont menés de manière constante et de manière accrue d'année en année. Et donc c'était pour nous une manière de montrer que en fait les entreprises de presse relatent des faits, mais les entreprises de presse aussi sont partie prenante de cette cité-là et de cette nation sénégalaise et de manière symbolique. Et on voulait marquer ce fait en donnant ça au ministère de la Santé, parce que le ministère de la Santé a un dispositif et connaît bien le terrain, et donc c'était utile pour nous. Et ce geste des groupes Futurs et des médias, salué par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Awa Marie Kolsek promet une distribution rationnelle de ces moustiquaires imprégnés. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatou Kinedem. Je voudrais tout d'abord remercier le groupe des médias et Futurs Médias aussi. Ces deux groupes qui donnent l'exemple aujourd'hui, un exemple de citoyenneté. Fraternité par les matchs qui ont eu lieu et qui ont permis vraiment de rapprocher les deux groupes, mais également citoyenneté puisqu'ils sont aujourd'hui dans la perspective d'offrir des moustiquaires imprégnés qui seront offertes également aux populations les plus démunies et notamment au niveau des banlieues. Donc nous prévoyons de pouvoir le faire dans les jours qui vont venir et de pouvoir vraiment travailler avec notamment les collectivités locales et bien sûr les structures sanitaires au niveau de la banlieue de Dakar pour l'instant. Et nous sommes vraiment dans une perspective de rendre aux populations ce qu'elles méritent, c'est-à-dire leur donner la santé. L'ARMP a réalisé une étude sur l'acquisition et l'exploitation du matériel administratif. Une étude, Fatima, qui a permis de relever les failles de l'ancien système. Ainsi, un plan d'innovation est en cours de réalisation. Plus d'explications avec Aïssatou Païfal. Comment mieux gérer le patrimoine de l'État? C'est sur cette question que se penche l'ARMP pour une exploitation et un entretien des plus efficients du parc automobile. Il y a des voitures qui circulent qui ne sont même pas immatriculées.
Et je disais tout à l'heure que le ministère des Transports terrestres a des projets innovants qui permettront de pouvoir identifier les voitures dans le futur immédiat. L'utilisation des véhicules, selon le ministre, des plus rationnels des transports. On ne peut pas permettre de payer les voitures de l'État, vu que l'État a quand même et que l'utilisation non seulement respecter des règles, mais doit aussi être utilisée d'une façon optimale. Et je pense que les voitures de l'État, comme toute autre voiture d'ailleurs, passent le contrôle technique, c'est quelque chose qui doit être régularisé. Même s'il existe des projets innovants, des difficultés de plusieurs ordres notées. Ces difficultés venaient aussi bien de l'acquisition, de l'entretien, comme de l'exploitation de ces véhicules. Et c'est sur cette base-là qu'on s'était, depuis 2012, qu'on a eu à travailler, qu'on a eu à faire des interviews, des études et consorts, rencontrer tous les acteurs les acteurs qui sont impliqués dans la gestion des véhicules administratifs. 20 recommandations à l'issue de cet atelier. Un entretien fait à temps, assez de crédits pour pouvoir faire les entretiens, les véhicules conduits par des personnes habilitées, entre autres. Sport Afro-Basket 2015, la FIBA Afrique se dit rassurée par le dispositif sécuritaire mis en place pour la compétition qui doit démarrer demain 19 août. Nous allons correspondance de nos envoyés spéciaux. Cher Tidiane John. Sommeil de beaucoup d'amoureux du basket depuis des mois, la FIBA y compris. L'organisation suprême du basketball africain ne se fait plus aujourd'hui de soucis. La sécurité, je pense que FIBA l'a bien pointé du doigt. Elle est venue il y a un mois. On a mis en point tout un protocole d'accord qui met tous les points sur lesquels il faudrait accentuer les tâches du LOC, et ça a été fait. Vous allez voir ceci. Vous pouvez déjà voir avec les délégations comment se passe l'accueil, comment il y a la sécurité pour eux, au niveau des hôtels aussi, et au niveau de la salle, tout a été mis en place pour espérant échapper à tout problème à ce niveau-là. Le complexe d'Orades est fin prêt pour accueillir la crème du basketball africain. Une infrastructure qui correspond à ce qui se fait de mieux dans le monde. La FIBA, quand elle est venue ici, elle est, comment dirais-je, elle nous a dit que c'est un bijou, c'est la plus grande et la plus belle salle à l'Afrique. On l'appelle le joyau de la Méditerranée. On a été content d'y avoir organisé en 2005 un grand championnat du monde de handball où il y avait eu une très grosse fête, où le peuple tunisien est venu en communion avec diverses populations venues encourager leurs équipes. Et aujourd'hui, on veut qu'en 2015, on vive la même chose avec l'afro-basket, avec encore plus d'engouement, on l'espère. Cette infrastructure de 12 000 places qui a abrité les championnats du monde de handball n'attend plus que le 19 août pour vibrer dans une compétition qui s'annonce comme l'une des plus disputées de l'histoire du basketball africain. Cher Tidiane Diao, Massaïr Ndiaye, merci. Et puis le reportage du jour, nous allons à la découverte du Parc Lambaye, un lieu situé à Buntu Pikine et qui a connu bien des mutations. Léa. Sur place, les occupants propriétaires d'un titre foncier sont pour la plupart originaires de Lambaye, un village situé dans le département de Bambey. Alassane Ba et Demba Ndao les ont rencontrés pour le dossier du jour. C'est parti. Pakou Lambaye, beaucoup de Sénégalais entendent parler de ce lieu mythique. Madjoussar, Papa Sounandiaï et Ibrahim Diouf ont passé plus de 40 ans ici. Vieux de ses origines, ces grandes personnes racontent. C'était d'abord au champ de courses que l'histoire a débuté. Après champ de course, on est venu à Wakhinan. C'est une catastrophe qui nous a conduits après à Yarar en 1974 et on y est resté jusqu'en 1983. C'est après qu'on a acheté ici. Serigne Touba avait envoyé nos grands-parents ici. Ils se sont installés à la rue Grand Mort
et à chaque fois ils envoyaient leur adiya au marabout. Cet endroit, un titre foncier pour ces originaires du village de Lambaye dans le département de Bambey, c'est une parfaite organisation qu'il y a ici, située à Buntu Pikine. Il y a des jeunes qui habitent Pikine et qui gagnent bien leur vie ici. C'est un endroit béni. Le premier à gérer Paku Lambaye s'appelle Ngei Sarr. Ensuite, il a cédé la direction à Adamayan, mon oncle. Maintenant, c'est Mortala. La vente de lits, d'armoires et de bois est l'activité la plus pratiquée à Paku Lambaye. Ces Sénégalais trouvés sur place se réclament acteurs de développement. Dès lors, ils sollicitent l'appui du gouvernement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Léa. Merci à toi Fatima, à demain. La permanence est à Chérif Diop. Bonsoir Chérif. Bonsoir Fatima, merci beaucoup à vous aussi Léa Sokenediaï. Léa, vous êtes Lambaye, non? C'est ça? Même pas? Oui, non? oui, bien sûr. Oui. Ça sonne tellement bien que comment vous le prononcez? Je l'ai mal prononcé? Lambaye. Merci beaucoup Fatima, on vous retrouve demain pour le JT de 20h. Restez avec nous dans un instant. L'URD livre sa part de vérité avec Antoine Diouf. Diegansen, le porte-parole de l'URD, prend la parole dans l'invité du 20h.